Ok, on commence alors. Marhaba bik min الكل. Bienvenue à toutes et à tous. Ça me fait très très plaisir d'être dans cette salle et d'animer la première ou de modérer la première table ronde de cet événement. Je remercie Semi et Reconnect d'organiser. Alors le panel se fera en français. Avec l'inévitable anglicisme et ce que j'aime appeler tunisisme aussi. Le vous et le tu vont un petit peu s'entremêler. On perd un petit peu l'habitude à parler uniquement arabe et anglais, mais on fera avec. Alors, il y a consensus, j'espère que l'intelligence artificielle a le pouvoir d'accroître la résilience, la productivité, la croissance et l'innovation dans tous les secteurs publics et privés en Tunisie. Une stratégie de l'intelligence artificielle est primordiale pour la réussite de l'adoption de l'IA dans le business, la gouvernance, etc. Et cette stratégie nationale aide à identifier les domaines sur lesquels se concentrer ou qu'on doit prioriser. Par exemple, l'éducation, l'innovation, l'investissement, les législations, standardisation et réglementation, le transfert technologique, etc. Et ça aide aussi à identifier les ressources à allouer pour atténuer les obstacles à l'adoption et harmoniser la collaboration des stakeholders ou des parties prenantes, à savoir, par exemple, le gouvernement, les entreprises, les startups, les chercheurs et chercheuses, la société civile et surtout le citoyen. Ça permet aussi d'aligner les intérêts de ces différents stakeholders et d'assurer que les impacts de l'IA qu'on va adopter soient positifs, inclusifs et durables. En 2018, la Tunisie a lancé un processus d'élaboration de sa stratégie d'IA et ce panel, aujourd'hui, vise à explorer la question « Où en sommes-nous 5 ans après ?» Alors, au cours de cette heure et quart, heure et demie, nous allons discuter avec vous et avec nos panélistes, des expertes praticiennes, académiciennes et stratégistes de l'IA, de l'industrie et du milieu universitaire, comment cela affectera, par exemple, comment l'IA ou l'adoption de l'IA va affecter leurs domaines respectifs. Et on va écouter leurs recommandations pour comment peut-on mieux façonner cette stratégie de l'IA pour anticiper les risques et fructifier les bénéfices de l'adoption de l'IA. Alors, j'ai un petit peu dans l'excitation oublié de me présenter. Je m'appelle Nadia Metoui, comme a dit Sami, je suis assistant professor en intelligence artificielle qu'on traduit à responsable ou de confiance à l'Université technique de Delft au sud des Pays-Bas. Avant de présenter notre panel, je voudrais appeler Madame Ourida Chalouati, ingénieure en chef au ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, à la Direction générale de l'infrastructure industrielle et technologique, pour nous donner un aperçu de ce qui se passe en termes de travaux d'élaboration de la stratégie nationale d'IA. Marhaba bik, Madame Ourida. Tout d'abord, j'aimerais donc saisir cette occasion pour remercier infiniment Reconnect, l'association Reconnect, donc représentée par Sissemi Ayari. Donc, je suis très heureuse de faire partie des compétences tunisiennes, donc en tant que femme aujourd'hui. Et je saisir cette occasion aussi pour vous présenter un aperçu sur l'avancement des travaux d'élaboration de la stratégie nationale d'intelligence artificielle et son plan d'action. Merci beaucoup. On a les slides en place.
D'accord, donc la présentation en anglais, mais j'essaierai de la présenter donc en français. C'est une très brève présentation, donc puisqu'on est dans un peu de temps, le temps est limité. Donc la stratégie nationale d'intelligence artificielle, donc les principaux axes donc, stratégiques sont la recherche, donc c'est développer l'aspect de recherche en matière d'intelligence artificielle, donc à travers donc, le développement des solutions innovantes avec bien sûr l'implication du secteur privé et du secteur public, de développer l'écosystème, c'est-à-dire l'infrastructure technologique en relation avec l'intelligence artificielle, donc de développer aussi l'écosystème pour, s'il vous plaît, le premier slide. Ok, pas de souci. Non, le premier slide, s'il vous plaît. Vous pouvez dérouler sur... Voilà. Donc, de développer aussi l'écosystème, c'est à travers la promotion donc, de l'innovation, la création des entreprises donc, et les nouvelles technologies en matière d'intelligence artificielle. Et aussi, sans oublier la gouvernance, donc il faut mettre en place un système de gouvernance, de pilotage donc, de cette stratégie d'intelligence artificielle, aussi de développer les compétences. Donc, on ne peut pas parler d'intelligence artificielle, des nouvelles technologies, sans développer les compétences et le renforcement des capacités, que ce soit dans l'éducation, l'université, donc la formation professionnelle, et aussi donc, au sein des entreprises industrielles et autres. Donc, de faciliter l'accès au financement. Et je remercie infiniment l'implication des banques aujourd'hui. Je vois clairement à travers leurs témoignages l'engagement des banques pour donc, promouvoir l'intelligence artificielle en Tunisie et aussi de promouvoir donc, la création donc, tout ce qui est promotion de l'information à travers la création d'une large donc, dataset à travers l'innovation donc, au sein des entreprises et donc de développer des solutions donc, en intelligence artificielle. Ça passe pas. Voilà. Oui, oui. Le plan opérationnel donc, pour la mise en place de cette stratégie se focalise sur quatre étapes. La première étape, c'est le développement des compétences, comme on a dit, donc, pour promouvoir l'intelligence artificielle et développer l'intelligence artificielle en Tunisie. On doit commencer par le renforcement des compétences, que ce soit le niveau universitaire, comme j'ai dit, ou au sein des entreprises. Deuxièmement, c'est de booster l'écosystème, c'est développer l'écosystème en industrie 4.0. Il faut avoir donc toute la collaboration et donc l'implication de tout l'écosystème de l'intelligence artificielle en Tunisie, et aussi de lancer des use cases, c'est-à-dire des cas pratiques, donc à travers le développement des solutions, le lancement des projets, etc. Donc, pour promouvoir davantage l'intelligence artificielle, puisse que tout l'écosystème soit donc convaincu et savoir donc l'importance de l'impact de l'intelligence artificielle sur le positionnement des entreprises tunisiennes ou à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. La quatrième étape, c'est le démarrage de la mise en place de cette stratégie nationale. Pour le développement des compétences, c'est de développer donc la conscience donc, et de développer des challenges, de créer des possibilités, des solutions en intelligence artificielle, de développer les capacités, développer des programmes, de communiquer sur l'intelligence artificielle. Désolée. Donc, le développement de l'écosystème,
c'est le renforcement donc, de cet écosystème à travers le développement donc, les piliers que je viens de citer de la stratégie relative à l'intelligence artificielle par l'adoption d'une politique d'information, donc renforcer l'infrastructure technologique. On doit mettre en place aussi tout ce qui est aspect réglementaire et légal pour pouvoir appliquer et pour faciliter donc la mise en place ou l'adoption de solutions en intelligence artificielle. Et après, donc, le lancement donc, des cas pratiques ou des use cases, c'est à travers l'implémentation des projets pilotes au profit donc, des secteurs privés et publics, de lancer des initiatives en matière d'open innovation, de développer donc de partenariats entre l'industrie et la recherche à travers des projets collaboratifs. Et dans ce volet-là, donc, on a déjà lancé plusieurs projets à travers donc l'activité des technopoles sous tutelle du ministère de l'Industrie et la promotion des techniques d'intelligence artificielle. Et la quatrième étape, c'est vraiment le lancement de l'application de tous les piliers de cette stratégie. Juste, j'aimerais vous informer que nous venons aussi de promouvoir et de publier notre stratégie industrielle et d'innovation à l'horizon 2035. Et on a donc adopté l'axe stratégique, la transition numérique et la transition écologique comme des principaux axes de cette stratégie, où l'intelligence artificielle fait partie de cet axe stratégique. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a commencé donc, à travailler donc, sur une stratégie nationale sur l'intelligence artificielle. Aussi, on a travaillé sur une stratégie en industrie 4.0 qui sont aussi, on ne peut pas parler donc, de l'intelligence artificielle sans parler de l'industrie 4.0 puisque ça fait partie, donc l'industrie 4.0 fait recours à l'intelligence artificielle pour développer des solutions intelligentes et on est très avancé par rapport à l'industrie 4.0. On a lancé déjà un projet avec la GIZ, avec le financement de la GIZ depuis 2018 et on est très avancé. Donc, même la dernière fois, on a lancé donc 5 centres de compétences en industrie 4.0 qui sont actuellement à la disposition donc, et au service de tout l'écosystème. Et ça, pour développer des solutions, c'est pour les étudiants, pour les universitaires, pour les entreprises, pour les développeurs de solutions technologiques, les intégrateurs, etc. Et aussi pour renforcer notre collaboration à l'échelle internationale. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame Oulida Chalwati. Si l'audience a quelques questions pour vous, on peut aussi les avoir après. Alors, je vais maintenant présenter brièvement les panélistes de cette table ronde. Mais avant, je voulais aussi remercier mon ami et collègue Nadia Mansour, technologiste, journaliste, communication consultant, media trainer and podcast producer, qui m'a énormément aidé à la préparation de ce panel. Nadia, si tu nous écoutes, merci beaucoup. Alors, dans le panel, tout d'abord, nous avons professeur Nahla Ben Amour. Nahla, vous êtes professeur en informatique de gestion à l'Institut supérieur de gestion de Tunis, l'ISG. Vous avez obtenu votre doctorat en informatique en 2002 et votre habilitation en 2006. Vous êtes lauréate du Thomson Reuters Award for Emerging IT Talent for Tunisian Researchers en 2010. Vous êtes actuellement directrice de l'ARODEC, j'espère que je prononce bien, le laboratoire de recherche opérationnelle, décision et contrôle des processus, et ce, depuis 2013. Votre recherche s'intéresse principalement à l'uncertainty management, graphical models under uncertainty, à la decision theory, machine learning and data mining. Vous êtes membre de plusieurs commissions pédagogiques nationales. Vous participez à l'évaluation d'établissements d'enseignement supérieur, à l'évaluation des projets de recherche, au recrutement des enseignants universitaires et bien plus. Vous avez supervisé
plus d'une vingtaine de thèses de doctorat, plus d'une quarantaine de mémoires de master. Vous avez écrit et coécrit plus de 100 articles de recherche, la plupart dans les meilleures revues scientifiques internationales. La plupart dans les top journals et conferences, comme on le dit. Vous êtes Program Committee Member de plusieurs conférences qui s'intéressent à l'IA de gestion. Et vous faites aussi, you are reviewer dans des revues scientifiques internationales dans votre domaine d'expertise. Donc, vous êtes ce qu'on appelle Career Goals. C'est un honneur de vous avoir dans ce panel. Après, nous avons Dr Farah Berika Ktati. J'espère que j'ai bien prononcé. Ktata, Ktata. Vous êtes maître assistant en informatique à l'Institut supérieur de sciences appliquées et de technologie de Sousse, ISAT-Sousse. Votre recherche porte ou s'intéresse principalement à l'intelligence artificielle, la sécurité informatique et des systèmes de gestion de bases de données. Vous êtes Senior Researcher au Miracle, j'espère que je le prononce bien, laboratoire multimédia, système d'information et informatique avancée. Et actuellement, vous êtes vice-directrice de l'ISAT. Vous êtes présidente de la commission des conseils d'experts en technologie pour l'UTICA, Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Et vous êtes présidente de l'ATIA, ou Association tunisienne de l'intelligence artificielle. Plus tard, vous devez probablement corriger tous les acronymes que j'ai un petit peu charcutés, mais c'est un plaisir et un honneur de vous avoir dans le panel aussi. Avec nous aussi en ligne, est-ce qu'on a Lobna, Sami? Oui, on a quelques petits problèmes techniques, le temps de les résoudre au niveau Zoom pour lui donner les droits. C'est pas grave, je la présente et puis espérons qu'elle va pouvoir nous joindre. Alors Lobna, j'ai prévu de faire le vous, mais comme Lobna n'est pas là encore, Lobna est stratégiste en intelligence artificielle appliquée pour les grands groupes internationaux. Lobna est présidente de l'association internationale IA Exponential Thinker, qui œuvre à éduquer et à sensibiliser la jeune de la nouvelle génération au sujet des opportunités des technologies. De Dauphine, Supélec et Yale, et a à son actif des chapitres de livres, des publications scientifiques en IA, des interviews pour les médias internationaux et une série de podcasts prestigieux dans des personnes travaillant à Google, Amazon, NASA, SoftBank, World Economic Forum. Défini comme tech philanthropist et croit en un avenir meilleur pour tous grâce aux technologies exponentielles et dites de confidence ou trustworthy. Aussi un plaisir d'avoir Lobna parmi nous. J'espère qu'on a établi la connexion, peut-être pas. OK, on va commencer en l'attendant. Alors, on va articuler le panel selon 3 thématiques pour gérer un petit peu le temps. Il faut dire que pour discuter... Oui. Lobna est là, donc... Parfait. Bonjour tout le monde. Lobna, est-ce que vous nous entendez? Parfait, je pense que vous m'entendez. Il y a un petit problème de son. Est-ce que vous pouvez essayer encore? Est-ce que vous m'entendez? Ton micro. Mon micro, il fonctionne. Hein. Contre nous, ça marche tout le temps, à part quand on en a besoin. OK. On va essayer peut-être de résoudre le problème. Dès que vous avez la parole, dites-nous un petit bonjour pour savoir si vous êtes là. Alors, nous allons articuler, comme j'ai dit, le panel en 3 thématiques. Tout d'abord, on va parler on va faire un inventaire
et on va parler des stratégies dans l'éducation de l'IA ou de la formation en IA. Ensuite, on va parler de l'écosystème recherche et innovation de l'IA. Finalement, on va parler de industrie, investissement et IA responsable. J'entends un petit peu d'écho. Alors, on va commencer avec l'IA dans les milieux universitaires, recherche, formation et programme d'études. Après chaque thématique, on voudrait aussi prendre quelques questions ou commentaires. Il y a énormément d'expertise et d'expérience dans cette salle, donc on veut bien en profiter et le faire de manière dynamique. Mais je vais commencer avec quelques questions pour nos panélistes. Compte tenu des programmes ou des cours d'IA, je voudrais tout d'abord demander à Nahla, quels sont les cours couramment ou actuellement enseignés en Tunisie en relation avec l'IA? Par exemple, qu'est-ce que vous enseignez? Si vous avez la visibilité ou des chiffres sur ce qui s'enseigne ailleurs. Et je dirais aussi, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on peut améliorer et qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Merci. Merci Nadia pour la présentation. Alors par rapport à la question, qu'est-ce qu'on enseigne? Alors je pourrais un peu parler déjà de ce que j'enseigne. À l'ISG, on a une formation informatique de gestion. Je tiens d'abord à dire que c'est le premier institut qui a instauré cette spécialité en Afrique depuis 69. Donc on est vraiment les pionniers en la matière. Avant, on ne disait pas intelligence artificielle. Aujourd'hui, si on traduit informatique de gestion, c'est business computing et c'est vraiment au cœur de l'intelligence artificielle. Donc, c'est vrai qu'on était parmi les premiers à publier dans des conférences et journaux internationaux avec le label intelligence artificielle, mais le terme n'existait pas dans l'intitulé de la formation. Et c'est encore un problème aujourd'hui. C'est-à-dire, si on veut énumérer combien d'instituts dispensent des cours en intelligence artificielle, si on se base sur juste la recherche de intelligence artificielle, on ne va pas trouver beaucoup d'institutions. À l'ISG même, le terme intelligence artificielle n'apparaît pas en tant que tel, sauf sur certains cours, par exemple, introduction à l'intelligence artificielle, data mining, data science, etc. Mais intelligence artificielle en tant que telle n'est pas un intitulé d'une formation. D'accord. Même notre master s'appelle Ideas. Et au fait, on pouvait à un moment donné faire un rebranding en intelligence artificielle, mais on a toujours refusé les mots un peu clinquants. Donc, on voulait toujours former nos étudiants aux vraies bases de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle puise dans 3 domaines: l'informatique, les maths et les stats. Donc, c'est clair, net et précis que nous, on essaye de donner ces 3 axes-là pour les étudiants. Par exemple, dans une formation informatique de gestion, on a des modules de gestion. Ça permet à nos étudiants de bien comprendre à peu près tous les métiers. Donc, on fait marketing, finance, sciences sociales, tout ce qui concerne la gestion, comptabilité, etc. Et après, on a des modules de computer science. Dans les modules de computer science, par exemple, moi, je prends les premières années pour leur apprendre à programmer. Donc, c'est des modules ASD, algorithmique et structure de données. Ça, c'est la base. On ne peut pas devenir spécialiste en IA sans avoir cette base-là de programmation. Ensuite, je prends l'autre bout, master. Donc là, on commence un peu à voir un peu la spécialité. Par exemple, je m'intéresse beaucoup à l'informatique théorique, ce qu'on appelle l'informatique théorique. Donc, c'est des modules qui s'appellent, par exemple, génie algorithmique. Donc, on s'intéresse beaucoup à la complexité algorithmique, comment les algorithmes se comportent par rapport à la machine, quelle est la complexité des problèmes. Donc, on commence vraiment à attaquer des problèmes complexes. Et là, c'est très, très intéressant. Et ça, on ne peut pas le faire en première année, bien sûr. Je fais aussi un peu le côté applicatif avec des modules data science. Donc, projet data science. Donc, on propose aux étudiants de s'attaquer à des vraies applications. Et aussi, je fais des modules de modèles graphiques.
Comme ça, on dit modèle graphique, ça n'a pas l'air d'avoir un lien avec l'intelligence artificielle. Et pourtant, par exemple, les réseaux bayésiens, c'est un des modèles les plus puissants en intelligence artificielle, des plus anciens, des plus établis, qui a beaucoup de fondements théoriques. Donc, on essaie un peu de présenter des modèles graphiques qui sont bien compréhensibles par l'être humain. Donc, et de dire, voilà, telle situation qui est incertaine pourrait impacter telle décision de telle manière. Donc, on est beaucoup dans l'aide à la décision. Et derrière, bien sûr, c'est des moteurs qui estiment l'incertitude, etc. Voilà. Par rapport à d'autres instituts, nous, on est une formation de licence. Bien sûr, il y a des écoles d'ingénieurs telles que l'INSI, l'INSET, etc. Donc, j'essaie de nommer les pionniers. Voilà, il y en a d'autres, bien sûr. Donc, en termes de licence, de formation en licence, master, j'estime que l'ISG est vraiment pionnier en la matière. D'ailleurs, toutes les institutions, après, suivent un peu le programme de l'ISG par rapport à l'informatique de gestion. Pour les autres institutions, enfin, les formations d'ingénieurs, je me permets de citer l'INSI, l'ENIT, l'INSET, qui font aussi une formation très solide d'informaticiens. Mais pareillement, il n'y a pas le label intelligence artificielle qui apparaît, mais voilà, c'est des étudiants qui sont très bons en informatique, qui font des modules deep learning, reinforcement learning, data mining, et qui sont bien sûr capables d'attaquer des problèmes d'IA. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on m'entend bien avec ce micro. Oui? OK. Vous avez mentionné énormément de trucs sur lesquels j'aimerais rebondir, mais pour commencer, vous faites la distinction entre les termes fondamentaux et appliqués. Est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement what is what? C'est quoi pour vous fondamental et c'est quoi appliqué? Et est-ce que la stratégie nationale IA doit se décider ou est-ce qu'il doit y avoir une réflexion, une décision sur quoi mettre en priorité? Et si on estime qu'on doit maintenir les deux, comment est-ce qu'on peut le faire? Peut-être aussi un petit peu pour Walid tout à l'heure en réponse. D'accord. Alors, moi, je suis toujours fière de dire que je suis fondamentaliste. Enfin, j'adore les fondements, c'est-à-dire l'informatique théorique. Je n'ai pas honte de le dire, même si la tendance est applicative. Parce que j'ai toujours misé dans ma carrière sur l'intelligence des informaticiens tunisiens. C'est-à-dire que je fais très attention à ce qu'on donne comme formation à nos étudiants et je me dis, il ne faut pas qu'on forme une main-d'œuvre facile, plutôt cheap, dans le sens une main-d'œuvre qui ne sait pas réfléchir, qui n'a qu'une partie des programmes, qui soit installée quelque part à Centre Razel ou autre, mais qui n'a pas de vision sur les gros projets. Donc, pour moi, on ne peut développer cette intelligence tunisienne qu'à travers une formation solide algorithmique. C'est-à-dire que si je dis, voilà, le module complexité algorithmique, typiquement, est un module très difficile à enseigner et c'est très difficile de convaincre les étudiants de l'importance de l'informatique théorique. Tu leur dis, voilà, j'ai un algorithme, il tourne, mais c'est un algorithme qui, avec 100 instances, mettra 100 milliards d'années pour être exécuté. Il vous regarde, sur cette machine, il mettra 100 milliards d'années. Alors, à quoi il sert? C'est vrai que quand on le regarde, il marche, mais il y a une complexité théorique derrière. Donc, il faut comprendre deux choses. Le temps qu'un programme mettrait sur une machine et l'espace qu'il consommera. Quand on regarde un peu la recherche au niveau international, on ne peut pas rater tous les développements par rapport au calcul quantique. D'accord? Donc, pourquoi toutes les firmes travaillent sur ces machines très puissantes? Parce qu'il y a un problème de calcul, de rendu, parce qu'on est de plus en plus exigeant sur la qualité des rendus. Quand on parle métavers aujourd'hui, je donne un simple exemple. Pourquoi les avatars n'ont pas de jambes? Pourquoi les avatars sont sous forme d'œuf? Pourquoi Mark Zuckerberg annonce sur la conférence internationale, donc les grandes annonces, que parmi les annonces
très important de 2022, les avatars auront des gens, parce que tout simplement, c'est un problème de rendu, de rapidité, de rendu d'image. Donc, on a envie d'avoir des mondes virtuels, par exemple, de plus en plus puissants, on a envie de faire des simulations de plus en plus importantes, etc. Et les étudiants ne comprennent pas pourquoi la machine se bloque. Alors, parfois, ils doutent que c'est leur programme qui ne marche pas, mais la machine, elle a une capacité finie. Donc, il y a deux types de recherche. Il y a ceux qui travaillent sur le software, c'est-à-dire ils essayent de proposer des solutions algorithmiques plus intéressantes, d'accord, enfin, qui peuvent ne pas être exactes. On parle de heuristiques, méta-heuristiques, donc des solutions approximatives, mais de bonne qualité. Il y en a qui travaillent sur le hardware, donc les machines. Donc, c'est un combat entre deux écoles, on va dire. Donc, mon combat, il est du côté software. C'est très important de comprendre pourquoi l'algorithme se bloque. Au cas où on a un nouveau problème, comment on peut résoudre ce problème-là? On ne doit pas être juste utilisateur. Donc, bien sûr, le côté applicatif est important. Bien sûr, si on parle de stratégie nationale, on doit faire l'équilibre entre le fondamental et l'appliqué, mais en aucun cas, on doit juste dispenser des cours, par exemple, de Python. On doit expliquer aux étudiants que Python n'est pas un langage de programmation, c'est un pseudo-langage et que derrière, il y a le langage C. Et qu'eux doivent comprendre C avant de monter à une couche supérieure qui est Python. Voilà. Fair enough. Une petite provocation peut-être, et peut-être Lobna vient de nous joindre. Est-ce que vous m'entendez? By any chance? On entend. Marhaba. Enchanté. Ah, super. Bonjour tout le monde. Merci. Parfait. Peut-être une question, provocation, peut-être pour aussi Lobna et Farah pour nuancer un petit peu. Alors, on est dû qu'on forme les étudiants en IA pour, entre autres, subvenir à un besoin du marché du travail de l'IA. Alors, est-ce que la recherche fondamentale ou aussi la recherche appliquée, est-ce que ces formations ont leur place dans l'entreprise tunisienne, l'écosystème entrepreneurial et aussi de corporate tunisien aujourd'hui? Peut-être qu'on va commencer avec Lobna. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Moi, si vous m'entendez, hein, n'hésitez pas de m'arrêter si vous ne m'entendez pas ou me faire signe en tout cas. Je vais réagir par rapport à ce que disait Nahla déjà, parce que c'est ce qu'elle disait sur la partie fondamentale, le côté développement dans le dur, c'est très important. Aujourd'hui, ce qu'elle explique aussi à travers le Python, c'est un exemple bien évidemment, etc. On voit beaucoup de formations aujourd'hui qui finalement font sortir des étudiants qui manipulent du Python, mais qui ne sont pas en mesure de comprendre non plus les bases algorithmiques, les bases mathématiques des algorithmes. Ils sont en train de plus utiliser les librairies existantes plutôt que de s'attaquer au fond. On en a besoin, certes, et c'est important en fait de le souligner, mais il est important aussi d'avoir aussi des talents qui sont capables en fait de pouvoir développer des softwares intelligents au vrai sens du terme, et pas uniquement faire appel à des librairies, les customiser, les personnaliser, les paramétrer, etc., etc. Ce qu'on voit aussi dans l'univers de l'entreprise, dont on a besoin, bien évidemment, j'insiste, mais c'est pas, on va dire, c'est pas ce qu'on a besoin uniquement. On a aussi besoin de la partie fondamentale. Elle a parlé aussi de la partie hardware, mais ça, c'est encore un autre sujet, bien évidemment. Si je reste uniquement sur la partie software, il y a aussi le fait qu'il y a les algorithmes, en fait, quand on les met en place, ils évoluent. Et en fait, quelqu'un qui n'est pas en mesure de pouvoir monitorer, suivre l'algorithme, le drifter, etc., ça, c'est quand même un grand problème aujourd'hui qu'on rencontre en fait dans la mise en place des algorithmes et des solutions intelligentes dans le monde de l'entreprise. Donc, on a besoin de ces talents qui sont en mesure aussi de pouvoir travailler là-dessus et de pouvoir aussi travailler sur l'industrialisation, la scalabilité, les aspects que évoquait Nahla aussi sur tout ce qui est, on va dire, force de computing, etc., et toute cette soif, en fait, finalement, de pouvoir aller à l'échelle et de pouvoir consommer, en fait, toute cette énergie-là et cette capacité. Ça aussi, on a besoin de talents qui savent faire. Et c'est pas quelqu'un, en fait, qui a suivi quelques cours, en fait, d'un point de vue plus cas d'usage, aspect business, qui va pouvoir adresser cela. Par contre, à côté de cela, on a besoin aussi de gens qui sont en mesure aussi de travailler sur les métiers,
Et ça, c'est très important d'avoir le côté appliqué en relation avec le fondament des métiers, parce que chaque métier est une expertise. Et là-dessus, on a besoin aussi que ces gens-là puissent aussi comprendre, à leur niveau, bien évidemment, dans un écosystème de gestion de projet, bien sûr, de définition de produits intelligents, ils ont besoin aussi de travailler là-dessus. Donc, on a besoin de ces formations aussi qui sont beaucoup plus appliquées pour le business, pour les métiers, etc. Donc, ça, c'est pour répondre déjà sur cet aspect-là. Oui. Tu as parlé aussi, Lydia, de la recherche. Lubna, peut-être un quick follow-up. On va parler de la recherche tout à l'heure. Alors, à qui incombe le rôle de faire ça? Est-ce qu'on n'en demande pas trop à l'université tunisienne? Qui doit éduquer et former et aussi donner professionnaliser, on va dire, les étudiants? On va essayer des réponses très rapides parce qu'on a beaucoup de questions et beaucoup de topics à adresser. Mais je pense que vous avez quelques idées. Qui doit faire quoi et comment mieux faire les choses? Est-ce qu'on crée une zone entre université et entreprise où se fait la professionnalisation, ou est-ce qu'on demande à l'université de tout faire? Alors, je vais donner une réponse rapide et je laisserai aussi Farah éventuellement aussi développer là-dessus, bien évidemment, à travers son regard. En fait, aujourd'hui, dans un écosystème, on a besoin de la recherche fondamentale, on a besoin des techniques, on va dire des talents qui sont très techniques aussi pour pouvoir développer ces algorithmes et ces solutions. Moi, je parle de solutions de produits intelligents. Et on a besoin aussi des gens qui maîtrisent le côté métier. Donc, en fait, finalement, c'est l'écosystème qui met en place finalement ces interactions, ces synergies pour que ces univers travaillent ensemble. On a aussi besoin de la recherche fondamentale pour une simple raison, c'est qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a vu à travers le Generative AI, on n'est plus dans une zone d'innovation classique. Et j'insiste là-dessus parce qu'on parle de disruptif depuis déjà des années, j'en parle. Et c'est que maintenant que les entreprises commencent à s'en rendre compte de l'importance de la disruption. Et c'est important d'avoir aussi une avance de phase en termes de recherche. Quand on voit ChatGPT, aujourd'hui, il utilise des choses qui sont connues techniquement parlant. Hein. C'est plus le packaging et la force de computing qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on en parle et on l'exploite à grande échelle par tout le monde. Mais ce n'est pas le fondament technique en lui-même. Hein. Aujourd'hui, on a besoin de talents qui sont en mesure d'innover au vrai sens du terme. Et les entreprises, c'est ce qu'ils commencent à chercher aujourd'hui. Et donc, c'est important que ça se passe dans une relation vraiment de synergie, de bout en bout, comme a fait des pays comme Singapour, par exemple. Singapour, dans leur stratégie d'IA, ils ont défini 100 expérimentations, grande échelle, entre industriels, grands acteurs de la technologie et les centres de recherche. Et l'idée est multidisciplinaire, c'est très important de le dire, parce que ce n'est pas parce que je travaille dans la santé, je ne dois pas travailler avec la partie automotive, par exemple. C'est important de faire en sorte qu'on a des regards croisés pour éviter la redondance et exploiter les forces. Et donc, c'est une responsabilité commune, j'ai envie de dire, de par ce que je vois dans les entreprises. Et ce n'est pas uniquement, et les startups, j'en ai pas parlé encore, c'est très important. Ils ont une fraîcheur, ils ont une force aussi d'innovation qui est assez rafraîchissante pour l'écosystème. Et on a besoin de tous ces éléments pour travailler ensemble. Donc, c'est une responsabilité commune dont le corporate et le public sont des drivers aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup. Farah. Oui, alors bonjour à tous. Je commence par remercier Reconnect pour m'avoir invité. Il y a beaucoup de points, si je peux. Donc, je vais commencer par qui est le responsable par rapport à ce qui a été dit tout de suite. Et je rebondis d'abord sur le fondamental et l'appliqué. Moi, à mon sens, il n'y a pas un ordre de priorité. Les deux sont hyper nécessaires. Donc, et je clôture la parenthèse. Je vais tout de suite répondre à ta question. Je commencerai par le côté universitaire. Pour les plans d'études, il faut bien les moderniser et les réviser. Je vais mettre les points directement aller vers les points clés des choses, notamment l'accréditation des filières ingénieurs. On est en train de le faire. Donc, il faut bien se pencher sur ce que demande le marché du travail, sur les besoins de notre nation surtout,
Donc, une fois que ça c'est fait, il y a une présentation qu'a présentée Madame qui me fait gagner du temps parce que j'avais préparé un peu la vision du ministère de l'Industrie, des mines et de l'énergie à travers sa nouvelle stratégie industrielle et d'innovation. Elle vise bien sûr à positionner la Tunisie sur la scène mondiale en faisant de la promotion de l'industrie nationale, mais surtout, un des objectifs aussi, c'est de dynamiser la synergie qu'il y a entre l'industrie et le domaine universitaire. Merci. Rebondissons là-dessus. Vous avez mentionné une réforme des programmes en tant que contenu, mais aussi en tant que structure. Si je comprends bien, Nahla, vous avez mentionné ça dans l'un de nos entretiens de préparation. Ouais. Comment est-ce qu'est-ce qui se passe dans ce sens-là, dans les réformes, et qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, moi, je fais partie de la commission sectorielle, donc la commission sectorielle en informatique. Donc, c'est une commission formée de plusieurs collèges, A, B, etc. Et en fait, cette commission, elle a le rôle justement de un peu vérifier ce qui se passe dans les institutions étatiques et privées et de surtout vérifier le contenu des programmes. On n'a pas du tout une vue sur ce qui se passe après. C'est-à-dire, on ne visite pas les instituts, mais on leur dit, voilà, vous devez suivre ce programme pour avoir tel intitulé, tel diplôme. D'accord? Donc, nous, on s'occupe des formations licence, master et doctorat. Donc, le système LMD, le fameux système LMD. Ça fait donc 4 ans, on est à notre deuxième promotion avec la réforme licence. Donc, on a proposé un nouveau programme pour la licence qui se base sur l'approche compétences métiers. Donc, c'est une approche qui est vraiment très intéressante dans le sens qu'on essaie un peu de détecter les métiers, de dire quelles sont les compétences que ces métiers nécessitent et de proposer les programmes en conséquence. Donc, on établit des sortes de matrices pour dire, voilà, cette formation, elle va permettre à nos étudiants de répondre à tel métier avec tel pourcentage. Bien sûr, une formation peut avoir un output multivariant, on va dire. D'accord. Bien sûr, on a essayé dans notre travail de prendre du recul, de voir ce qui se fait dans le monde. Donc, on n'essaye pas du tout de faire quelque chose de local. L'idée, c'est de proposer des études, proposer une formation internationale qui pourrait être dispensée n'importe où dans le monde. On a cette possibilité en informatique de ne pas trop se plaindre des machines, du manque des moyens, etc. La vérité, du moment que je le dis à mes étudiants, tu as un ordinateur, une connexion et un cerveau, ça doit marcher. Ça doit marcher. Donc, pour moi, je prends mon exemple. Je suis un produit 100% tunisien. J'ai fait toute ma formation en Tunisie, de ma maîtrise, DEA, doctorat. J'ai fait tous mes grades en Tunisie. Ça ne m'a pas empêché d'être à l'international. Je travaille avec beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas du tout physiquement, mais du moment où je suis connectée, du moment où je cherche l'information, il n'y a aucun problème. Et ça peut être aussi le cas de tous nos étudiants, c'est ce qu'on fait dans le labo, donc des collaborations internationales, des thèses en co-diplomation, par exemple entre la Tunisie et la France ou le Canada ou d'autres partenaires. Donc tout ça, c'est vraiment possible. On ne va pas se plaindre des moyens, la vérité, par rapport à ce qu'on fait. On ne fait pas du quantique non plus. Alors, le problème, il n'y a pas que cette partie-là. Donc, quand on fait une réforme de licence, une licence est suivie d'un master. On est à notre deuxième année de licencié et le master n'a pas été réformé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une redondance entre ce qui se fait dans la licence et le master. Ça veut dire qu'il y a plein de problèmes de raccord entre la licence et les masters. Alors, en Tunisie, on a un autre problème. On a ce qu'on appelle un master de recherche et un master professionnel. D'accord. On a vu une baisse, mais terrible, du nombre de candidats par rapport au master recherche et master professionnel. Avant, on avait
par exemple, pour notre master de recherche, 900 candidatures. Les responsables master professionnels étaient tranquilles, ils avaient max 30 dossiers. Maintenant, c'est juste le contraire. Juste le contraire. D'ailleurs, ils rigolent avec ça. Voilà, ça. Pourquoi? Parce que on dit aux étudiants, bien sûr, que le master recherche, ça ne sert à rien. Parce qu'on n'arrive pas à vendre une formation qui est fondamentale. Effectivement, on fait un master recherche, pourquoi faire? Normalement, pour faire une thèse, pour intégrer un département recherche et développement. Sauf que les recrutements sont arrêtés depuis 5-6 ans. Il faut voir l'état de l'université aujourd'hui. On est en train de perdre des compétences de l'université chaque jour. À peu près tous ceux qu'on forme partent à l'étranger. Donc, il n'y a pas de retour. L'effort qu'on met, par exemple, pour former un maître assistant, juste pour former un maître assistant, hein, c'est énorme en termes d'efforts intellectuels et également financiers. L'État forme. Et il suffit qu'il fasse une année. Après, le ministère, je m'excuse, mais j'ai l'impression qu'il est content que ces gens-là partent. Il n'y a aucune réglementation sur les départs. Il n'y a aucune volonté de retenir la compétence, la vraie compétence dans l'université. Une université sans master de recherche, sans formation doctorale, ne peut pas prétendre être une vraie université, d'accord? C'est juste comme si c'était une boîte de formation. Et d'ailleurs, juste, je termine avec ça, dans la commission sectorielle, on est bien sûr en contact avec l'UTICA, on a les professionnels et tout, et c'est des bagarres avec les professionnels. Tu mets le programme. D'ailleurs, on a fait l'effort de proposer le programme aux industriels avant de le soumettre aux universités. Alors, pour tous les cours, conception, complexité, tous les cours qui ont des intitulés illisibles, enfin incompréhensibles pour les industriels. Non, ceux-là, il faut les supprimer. Ils ne sont pas utiles. On n'est pas une boîte de formation. Nous, on est l'université. L'université, elle forme des esprits. Voilà. Parfaitement dit. Donc, 2 lignes que je vois noir sur blanc, c'est pour booster les talents IA, il faut faire attention à l'université et concentrer un peu d'efforts à la maintenir ou améliorer dans le large sens, pas que formation IA, je veux dire comestible, si je peux dire ça. Et la deuxième, c'est essayer de retenir ou d'alléger le brain drain, qui se dit en anglais. Oulida, vous vouliez ajouter quelque chose? S'il vous plaît. Donc, j'aimerais donc mettre en relief la collaboration qu'on a déjà démarrée depuis 10 années avec le ministère de l'Enseignement supérieur, justement concernant l'adoption du cursus universitaire par rapport aux besoins du milieu industriel. On a commencé à travers le programme de mise à niveau, tout ce qui est promotion de la qualité, la promotion de la productivité, la métrologie, aussi pour les formations techniques, les techniciens, les ingénieurs. On a fait un bon travail avec le ministère de l'Enseignement supérieur. On a révisé 155 parcours relatifs aux métrologies. C'est un travail énorme qu'on a fait avec le ministère de l'Enseignement supérieur, avec les collègues que j'ai cette occasion pour le remercier. C'est un travail vraiment très fructueux qu'on a fait avec le ministère, aussi avec l'industrie 4.0 qui fait appel à l'intelligence artificielle aussi. On a fait un bon travail aussi avec le ministère de l'Enseignement supérieur. On a lancé des masters donc professionnels. Les masters sont là déjà, tels que l'université de Assous. Ils ont commencé déjà donc ce master et on est en train de former les universitaires. On a programmé la formation de 100 experts en industrie 4.0 à travers donc une plateforme de FISTO qui est leader en matière d'industrie 4.0, dont l'enseignement supérieur va bénéficier de cette formation. C'est une formation vraiment qui touche tous les modules
donc en industrie 4.0, l'intelligence artificielle, data science, etc. Donc, ça va englober donc, tous les thématiques donc, ou les modules donc, qui sont en relation avec l'industrie 4.0 et l'intelligence artificielle. On va aussi faire donc, un appui direct au ministère de l'Enseignement supérieur, justement pour améliorer le contenu du cours. C'est un projet qu'on a démarré en 2022. Actuellement, on est en négociation continue avec le ministère de l'Enseignement, avec des représentants. Bien sûr, à leur tour, ils vont impliquer les universités, bien sûr, si je dis les universités, donc les enseignants, pour donc contribuer avec bien sûr des experts internationaux pour améliorer le contenu, ainsi que le ministère de l'Enseignement professionnel aussi. Donc, on a fait 10 cursus, par exemple pour le textile en industrie 4.0. Donc, ils ont commencé cette année à appliquer le nouveau cursus. C'est une collaboration entre les formateurs, les experts techniques, les entreprises et les centres d'appui, les structures d'appui. Donc, c'est un travail collaboratif, chacun de son côté, donc contribue à l'amélioration justement pour rapprocher le monde universitaire et professionnel à l'industrie et aux ans. Oui, bien sûr. Donc, merci pour cette question. Nous, c'est à travers les projets de coopération, mais le travail est fait donc directement au ministère de l'Enseignement supérieur avec les établissements. Le pourquoi, on a saisi l'opportunité. on a saisi les opportunités. On a des bailleurs de fonds avec nous. On a des experts internationaux. C'est facile de mobiliser l'expertise internationale, de profiter de ça pour donc, c'est de saisir les opportunités. Voilà. Mais c'est un travail collaboratif et c'est le ministère de l'Enseignement supérieur à travers les établissements qui eux-mêmes donc qui chapeautent tout le travail. Nous, on est juste le coordinateur de la mise en œuvre de projet. En fait, je vais te surprendre, Nadia. J'aimerais bien dire que nous, ça nous intéresse qu'ils s'en mêlent. Okay. D'accord. En fait, je me permets de parler avec mes deux casquettes. Enfin, quand on est enseignant, on n'est pas forcément chercheur. Alors, quand on est enseignant, on aime bien, enfin, la démarche compétences métiers, elle est parfaite. Voir les industriels, discuter un peu du marché du travail, et national et international, tout ça, c'est très bien. Tout en ayant vu qu'il ne faut pas trop bloquer les labels des matières parce que c'est une spécialité qui évolue tellement. D'ailleurs, on a vu plein d'instituts qui ont nommé leur master ou formation Big Data qui l'ont fortement regretté parce que le Big Data n'est plus tendance. Donc, on parle d'autre chose. Aujourd'hui, il y a des instituts qui appelleront bien leur master ChatGPT. Pour juste, tu vois, ça c'est trendy. Donc surtout pour les instituts privés, ils cherchent beaucoup la vente de leur formation. Donc sachant que au fond, on fait exactement la même chose. C'est-à-dire, ils n'ont pas le droit de proposer des formations qui ne sont pas dispensées et validées par le ministère. Mais le packaging est différent, bien sûr. Et enfin, ils ont raison. J'ai envie de dire qu'ils ont raison. Ceci dit, maintenant, côté recherche, un laboratoire de recherche, je dirige un labo de recherche depuis 10 ans. J'ai jamais été interpellée par n'importe quelle institution, genre ni le ministère, notre ministère, ni l'industrie, rien du tout, pour me dire, essayez d'orienter vos recherches, par exemple, vers un des problèmes en Tunisie, le transport intelligent. On fait plein de travaux, des thèses, des masters, des articles sur le transport intelligent. Jamais un de nos travaux n'a interpellé une partie, l'État, on va dire. Je ne sais pas quelle partie de l'État on va cibler, mais jamais on m'a dit arrêtez de faire. C'est-à-dire que nous, on est tellement libres qu'effectivement, je peux décider, enfin, je le fais comme ça. Déjà, moi, je le fais comme ça. J'ai envie de travailler je fais ce que j'ai envie de faire, réellement. Parce qu'au final, l'output, c'est les publications. Je sais publier, donc je peux je peux valider ma carrière. Normalement, ça devrait être double. Je valide ma carrière, bien sûr, mais tout en proposant quelque chose pour le pays. Donc, en 2 mots, qu'est-ce que vous proposez pour la stratégie à écrire noir sur blanc? Alors, noir sur blanc, depuis au moins 20 ans, je n'ai pas vu une stratégie adressée vers les laboratoires. Ouais.
de recherche qui dit, voilà, essayez d'orienter vos recherches pour 3 axes. Santé, transport et limite technique d'éducation. Je prendrai ces 3 axes-là. Donc, pas de décentralisation, mais de priorisation. Voilà, dans les laboratoires de recherche, pas pour l'enseignement. Dans les laboratoires de recherche, on peut se permettre d'orienter nos recherches pour le pays, pour une thématique. Par exemple, on a le problème du port de Rades. Qui ne connaît pas le problème du port de Rades? Pour nous, c'est un problème de sac à dos. On sait le faire, on l'a déjà fait. Par contre, il suffit de demander les données. Alors, on peut avoir toutes les réunions intéressantes avec tous les ministères. J'ai fait l'exercice 10 000 fois. Je me suis déplacée. On est vraiment très bien reçus au démarrage et tout ce que vous voulez. Mais à la fin… Le fuel manque, les données. Les données, à la fin, on simule. Et on propose une solution et on publie et on se fait oublier quelque part. Parfait. Ourida, j'espère que vous allez porter notre voix au ministère. On a 4 sections au moins de près. Oui. Donc, dernièrement, on a lancé un grand projet avec le ministère. Ça s'appelle les projets fédérés. Je sais Il faut pas. nous informer. Les projets de recherche. Alors, voilà. Donc là, vraiment, il y a un problème peut-être de communication. Là, je dis qu'il y a un problème de communication sur le projet. Lydia, je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne doute pas une seconde qu'il y a des projets. Oui, les projets de recherche fédérés, c'est un grand projet. C'est l'initiative de… Oui, exactement. C'est l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, en fait, même notre ministère ne nous cherche pas. Je ne sais pas si on m'entend, mais en tout cas, faites-moi signe si vous m'entendez. On est trop libre. On est trop libre. Problème de communication. La conversation, juste si vous voulez ajouter quelque chose. Très rapidement. Oui, absolument. Je laisse la parole à… Comme vous voulez. Alors, si on titre le problème, c'est un problème informationnel, justement, et qui date depuis des années. Je ne sais pas si tu es déjà au courant qu'à l'ISG, moi je suis ancienne de l'ISG, et à l'ISG, depuis 2001, on avait l'unité de recherche spécialisée IA, on travaille, mais l'information, elle ne passe pas entre le niveau universitaire et le niveau industriel. Ce que vous faites et ce que nous sommes capables de faire. La Tunisie jouit de tout ce qu'il faut en matière de sciences d'une manière générale et particulièrement d'intelligence artificielle. Alors, le problème qui reste, il est simple, c'est qu'on va à l'autre bout et on frappe aux portes, on leur demande et nous, on n'a qu'à répondre. Parfait. On ouvre quelques questions. Bon, j'ai une toute petite question brève et j'ai une petite aussi réflexion. Je sais que ça va faire peut-être fâcher beaucoup de gens, mais bon. Alors, ma question est courte pour madame qui représente le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est ce que j'ai compris. De l'industrie. Bon, donc, ça sera une question libre à vous les 3. Vous ne pensez pas que cette déclinaison de la recherche dans les universités et tout ne laissera pas l'opportunité aux universités privées de faire ce que vous devrez ou vous espérez faire? Ça, je ne sais pas, c'est un problème qui vous revient ou s'il revient à la politique du ministère. Pour la question qui s'est posée aujourd'hui concernant les travaux de labo de recherche qui ne passent pas ni à la société, ni qui interpellent l'université. Je pense que ce n'est pas un problème de communication, je suis désolée. Même si vous essayez de vous expliquer pour dire que c'est un problème de communication, je pense que c'est un problème politique. Ceux qui gouvernent ou ceux qui sont à la tête ou ceux qui dirigent n'importe quel secteur politique dans notre gouvernement n'est pas souvent quelqu'un qui a toutes les qualités pour le faire. Je suis désolée, mais c'est ça. La majorité, c'est comme ça. C'est pour cela que depuis des années, depuis 10 ans, on n'a pas su trouver les solutions alors que les solutions sont devant nous, en face de nous. Ils sont à la portée et c'est ce que vous venez de dire. C'est ce que Nejla aussi me le disait parce qu'elle est elle-même présidente d'un labo de recherche. Ça, c'est la première, je pense, c'est une des réponses
vrai. Et la deuxième, c'est qu'on a eu aussi beaucoup de réticence de la part des syndicats. Il faut dire ça, la vérité telle qu'elle est, comme concernant le problème de RADES. Donc, il y a des problèmes politiques plus que de problèmes de communication. Réaction? Non, c'est juste un mot, communication, mais c'est vrai qu'on parle. Oui, oui, communication par rapport à ce qui se passe déjà comme initiative. C'est-à-dire que qui connaît les travaux de recherche? C'est les chercheurs eux-mêmes. Et après, il faut redéfinir un peu aussi le rôle de l'universitaire. L'universitaire, il est là pour former des étudiants. Et je parlerai un peu de l'input, qui est vraiment, il y a un vrai problème dans l'input de l'université. Donc on essaie un peu de rattraper le retard par rapport à l'input. 2, on essaie de les encadrer. 3, on essaie de un peu trouver leur place dans la société. C'est-à-dire que nous, on est sur tout ce spectre. Après, on fait des efforts de faire des contacts, de faire des contacts avec et des privés et d'autres ministères pour les projets. Parce que à la fin, par exemple, on dit il y a des projets Mobidoc, Postdoc, machin. 10 000 projets, 10 000 initiatives, on se dit peut-être qu'on rate quelque chose, peut-être que réellement on ne fait pas l'effort de sortir de l'université. C'est ce qu'on reproche souvent aux universitaires, qu'ils sont un peu hautains, qu'ils sont dans leur bulle et qu'ils ne sortent pas. Alors, personnellement, j'ai fait l'exercice plusieurs fois. Au fait, il y a un problème de confiance dans la formation, c'est malheureux de le dire, étatique. On n'arrête pas de dire ah ça y est, la formation étatique, elle est de plus en plus médiocre, etc. Je ne suis pas d'accord, du moins par rapport à notre spécialité, en forme de très 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 bons informaticiens. Ils sont reconnus partout dans le monde. On n'a pas de chômage en informatique. Il suffit de voir d'accord. Et ils ne restent pas, et c'est normal. Et c'est normal. C'est pas. Je veux dire que la vocation c'est leur vocation de bouger, de s'ouvrir à des entreprises internationales, et c'est tout à fait normal. C'est dans l'ordre des choses. Par contre, ce que je reproche dans mon intervention, c'est que l'État ne profite pas assez de nous. C'est ce que je demande, qu'il nous utilise quelque part. On serait heureux de présenter des solutions, on serait très heureux de présenter des solutions à l'État. Sauf que ce qui se Mais alors, est-ce qu'il y a des réactions très, très, très rapides, genre 2 phrases avant de donner le micro à madame? Peut-être Lobna ou Farah? En fait, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend, Lobna. Ah, ok. En fait, ça a coupé à un moment donné, mais j'ai quand même réussi à suivre quand même une bonne partie de la discussion. Il faut dire que, en fait, le débat entre les institutions de recherche et en gros les autres institutions, les entreprises, etc., en fait, c'est un effort de part et d'autre. Donc, ce n'est pas qu'un effort d'une institution publique vers le centre de recherche ou de l'entreprise, etc. Donc, il faut vraiment que les uns aillent vers les autres, j'imagine. Ça marche, Lobna. Voilà. Oui, alors moi, je vais me baser sur une idée qu'avait lancée et écrit professeur Khalderdi, c'est le fondateur de l'ATIA, l'Association tunisienne pour l'intelligence artificielle. Alors, l'idée, par rapport au fait qu'il y a 65%. Lobna, سمحنا, on vous a perdu على الآخر جملتين, donc تعدينا الفرح, mais on en rediscutera. Voilà, alors la solution proposée à laquelle j'adhère entièrement et complètement, c'est de faire doter la Tunisie, et là je parle stratégie nationale de l'intelligence artificielle, je reviens à l'axe du panel, il faut que la Tunisie soit dotée d'une structure administrative ad hoc, et là je souligne le terme ad hoc, pour poser, pour élaborer sa propre stratégie nationale d'intelligence artificielle. Et il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est une discipline transversale par excellence. Et donc, à partir de ce fait-là, elle se fait partager par la plupart des domaines de compétences au niveau des départements ministériels. Ce qui fait que la mise en œuvre et la mise en place de cette structure devrait être au niveau
et je parle en termes opérationnels, en termes stratégiques, en termes réflexion et coordination et aussi opérationnelle, cette structure devrait être au niveau de la présidence du gouvernement. Parfait, merci beaucoup. J'espère que vous avez eu quelques éléments de réponse, Samhouni, mais j'espère que la discussion continuera durant le déjeuner. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente. Je suis Dr Najla Benmiloud, chercheur au Centre national des sciences technologies nucléaires. Je suis également la présidente de la Ligue des femmes chercheuses au sein de l'UNFT. Donc là, je ne vais pas poser une question, mais plutôt je vais confirmer tout ce qu'a dit Madame Nahla. Mais encore pire, je vais peut-être ajouter d'autres données. Oui, je suis comme toi, exactement. Donc, je vais peut-être ajouter à tout cela, donc s'ajoutent aussi les brevets d'invention que font nos étudiants et que font nous-mêmes et nos collègues universitaires chercheurs, donc qui n'ont jamais vu le jour et qui peuvent résoudre des problèmes et des problématiques réelles dans notre pays, des problématiques d'urgence dans tous les domaines vitaux, santé, environnement, agriculture, sécurité alimentaire, tout ce que vous voulez. Mais aussi, s'ajoute pour nous peut-être les chercheurs qui travaillent dans le domaine non pas de l'intelligence artificielle, mais plutôt de la biotechnologie. Donc, on a besoin de financement énorme, on a besoin d'une paillasse, de consommables très, très chers, de kits de machines qui sont donc les dernières versions pour pouvoir assurer des recherches de qualité. Et comme dans notre pays, on n'a pas assez de budget de financement, donc je confirme aussi une autre fois ce qu'a dit Madame Nahla, il faut orienter les thématiques et les domaines de recherche, il faut avoir une stratégie, il faut que l'État s'engage. Il faut que le ministère s'engage. On veut qu'ils nous disent qu'on a une problématique telle et telle et telle, et vous allez voir les solutions. Donc, les solutions existent, mais nous laisser comme ça, avec peu d'argent, qui est dispersé, chacun fait les travaux de recherche qui lui plaît, on ne peut pas continuer comme ça, je suis désolée. Donc, il faut voir une stratégie, c'est urgent sur les problématiques, les vraies problématiques de notre pays. Il faut orienter les réflexions et vous allez voir les solutions. Merci. شكرا جزيلا. نستدعوك عم جاي البانل ان شاء الله. Merci beaucoup. Oui. Je t'en prie. Ali Idriss, web manager Center Journal en ligne. J'espère que vous nous lisez dans la salle. Merci beaucoup. Alors, un mot pour chacune. Avec un parterre comme ça, moi, je peux sortir Miss Univers pour l'intelligence artificielle. Écoutez, professeur Bonamor, vous avez une recette magnifique. Un PC, une connexion et un cerveau, et vous êtes tiré d'affaire. J'ajouterai une méthodologie. Vous vous y appliquez vous-même parce que vous réveillez deux grands problèmes. La connexion entre le fondamental et l'appliqué, alors que là, vous cassez une loi de la nature. Jusque-là, on a toujours isolé le fondamental de l'appliqué. Et bravo pour la question de qui doit driver vos laboratoires, vos recherches en laboratoire. Je crois avoir une idée. Jusque-là, deux concepts ont manqué. On pensait que l'intelligence artificielle, c'était la robotique, et on n'en a pas parlé. Puis on découvre que c'est en fait l'exploitation de la big data. Et le deuxième qui a manqué, c'est le technoparc. Parce que je salue l'OMNA qui nous a fait basculer dans le 21e siècle aujourd'hui. De mon temps, vous parlez des, voilà, j'ai le mot sous les yeux, des expérimentations clés. Et de mon temps, on parlait de brainstorming. Et vous dites, aujourd'hui, il faut croiser des opinions pour, je cite, éviter les redondances et exploiter les forces. Et c'est magnifique parce que là, c'est une question universelle et qui s'oppose à tous les pays. Et ne trouve-t-elle pas sa résolution dans les technoparcs? Et nous avons un projet pilote de technoparc à Sousse qui a fait des merveilles et qui répond aux trois interrogations que vous soulevez. Hichem Torki, président de Innovation City de Sousse, dit « J'ai une infrastructure de recherche, j'ai un parcours sur 100 km avec un apport universitaire et une concentration industrielle et économique. » Et merci beaucoup. J'espère.
Parfait, merci beaucoup. On s'excuse, on ne donnera pas plus d'espace pour les questions, mais comme je viens de mentionner, j'espère que ces discussions vont aussi continuer durant le déjeuner. Alors, pour passer très rapidement à la deuxième thématique, on en a déjà un petit peu parlé, recherche et innovation. Je voulais poser une question pour commencer à Farah. Durant notre... Lobna, est-ce que vous vouliez dire quelque chose? En fait, je voulais juste réagir rapidement en une phrase, en deux phrases, pas plus précisément sur. On s'est concentré énormément sur, on va dire, le cycle universitaire, d'accord? Il est très important aussi de noter, et c'est là où ça a coupé, il me semble, d'après l'audience, c'est que aujourd'hui, 65% des enfants de nos jours vont avoir des métiers qui n'existent pas encore. Donc la question, elle ne doit pas rester uniquement au niveau universitaire, etc. Il faut aller vraiment dès les premiers âges en fait d'enseignement, c'est-à-dire le primaire, etc. Et donc, à mon avis, il n'y a pas vraiment de travaux à ce niveau-là en Tunisie et je reste très ouverte pour être surprise dans le bon sens, bien évidemment. Et deuxième point, c'est 40% des emplois seront remplacés par l'IA dans 15 ans. Donc, dans 15 ans, c'est demain. Donc, la question, il faut être au plus proche de l'industrie, il faut être au plus proche des entreprises pour pouvoir, en fait, finalement, faire évoluer les formations qui s'adaptent aux besoins de l'entreprise et aux besoins des technologies exponentielles qui sont en train de pousser le mouvement à une vitesse impressionnante. Et ça, c'est très important, en fait, qu'aujourd'hui, on a un vivier de talents impressionnants en Tunisie. Ils peuvent être vraiment des générateurs d'idées incroyables. Il faut arriver aussi à les préparer correctement, mais très tôt aussi, pour pouvoir être parmi les pays qui sont sur la map pour l'avenir. Et quand je dis l'avenir, je parle de dans 10 ans, 15 ans, pas plus que ça. Hein. Le World Economic Forum a précisé des chiffres impressionnants sur le nombre de métiers qui ne sont pas encore définis. Personne ne les connaît bien identifiés, mais qu'il faudrait arriver à identifier, bien évidemment, avec les industries, avec les banques, avec le secteur des télécommunications, l'industrie, la santé, etc. Et pour revenir ça sera vraiment le dernier point. N'oublions pas aussi qu'il y a des gens qui travaillent. Donc, la force, finalement, de workforce qui travaille, ils ont besoin de reskiller et upskiller pour pouvoir rattraper, finalement, cet univers qui avance vite. Et on a des chiffres, en fait, assez impressionnants là-dessus. Et je pense que la stratégie d'IA doit pouvoir couvrir cela. À mon avis, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je le dis simplement. Je suis au courant de ce qui se passe. Mais c'est important de aussi couvrir cette partie-là. Et je finirai sur un dernier détail très important, c'est qu'aujourd'hui, je pense que il est important qu'on arrive à fluidifier ces synergies-là en utilisant bien évidemment toutes les forces de la diaspora Tunisie qui ont envie d'aider, qui ont envie de supporter, qui ont envie de partager le côté applicatif de la chose, hein, tout ce que les grands cherchent à faire. On peut, nous, rendre ça possible pour nos étudiants, pour nos jeunes talents en Tunisie. C'est ce qu'on essaye de faire à travers Radio Diaspora Tunisie, à travers les événements avec Reconnect, bien évidemment, etc. Mais il faut amplifier tout cela, bien évidemment. Et merci à Ali pour la remarque. Ça fait plaisir de te voir. Merci beaucoup, Lobna. Alors, on est déjà au-delà du temps, mais on a aussi commencé un peu tard. Donc, j'ai négocié avec Samy 10-15 minutes. On va se poser 2 grandes questions et faire un tour très rapide de ces questions. Par personne. OK, 1 minute et demie par personne. OK, alors, question pour Farah, je vais commencer. Lors de notre entretien de préparation, vous avez mentionné un effort de l'Association tunisienne pour l'IA de faire un mapping de ce qui se passe en termes de recherche et innovation en Tunisie. J'ai aussi entendu Nahla dire qu'on ne nommait pas les choses IA. Et du coup, je me demande, est-ce que ça invisibilise un petit peu l'effort IA et est-ce que votre initiative peut y remédier? Oui, alors nous, à l'ATIA, nous avons lancé le projet qu'on a appelé cartographie de l'écosystème en intelligence artificielle depuis déjà presque 9 mois, un peu plus peut-être, et particulièrement on s'adresse aux laboratoires de recherche et unités de recherche spécialisées en intelligence artificielle. Donc le but, on sait tous, une cartographie en fait brièvement, ça sert à représenter d'une manière simple, complète, exhaustive et simple, on va dire, les données, et puis de mettre en relief des données qui sont clés.
D'abord, nous, on ne se connaît pas. Je vais dire les choses comme ça. Ça veut dire, moi, par exemple, j'appartenais à un laboratoire à Tunis, l'ISG. Après, maintenant, j'appartiens à un laboratoire à Sfax. Et un peu partout, on ne se connaît pas parce que du moment où on se connaît, on peut créer cette synergie, on peut promouvoir ce qu'on est en train de faire, on peut collaborer, on peut faire des projets, on peut s'entraider, rien que ça. Il y a beaucoup d'objectifs derrière cette cartographie et ça sert à la stratégie aussi bien au niveau des ministères et autres. Donc voilà, ça c'est la cartographie. On a terminé la première phase de recensement des données. Maintenant, on est à la fin de la deuxième phase de recensement et on détient une belle base de données. Le projet, il passe par un certain nombre d'étapes. Nous avons été sollicités par nos partenaires pour un peu unir nos efforts et aller vers la cartographie côté start-up entreprise. Donc, nous sommes en train de s'unir pour un peu rendre plus grand ce projet et vraiment dresser l'écosystème entier tunisien en matière d'intelligence artificielle. Je rebondis sur ce qu'a dit Lobna en termes d'enfants, et les jeunes, on va dire, la jeunesse en matière d'IA. Et ben nous, à l'ATIA, on a un projet qui a démarré il y a une année en collaboration avec la Chambre de commerce canado-tunisienne qui s'appelle ATIA Kids. Nous sommes allés vers les écoles. Et donc, je peux vous dire que préparer 3 heures pour parler à des enfants de 10 à 11 ans, pour leur parler de l'intelligence artificielle, nous, l'équipe composée de 12 personnes, on a vraiment galéré parce que parler à un enfant et lui expliquer de la manière la plus ludique ce que c'est que l'IA et ça veut dire il va être dans le cercle initié. Oui. Mais en tout cas, on essaie au niveau de la TIA de faire des choses comme ça. Et on a lu beaucoup en termes de psychologie enfant et on a traité, et je peux vous dire qu'on apprend des choses de la bouche d'un enfant. Et ça s'est bien passé. Maintenant, on voudrait élargir ceci parce qu'on l'a fait au niveau SOUS. Et SOUS, on a pas mal de choses. Hein. Je suis en train maintenant de prendre la casquette SOUS. On fait beaucoup de choses à Novation City. On fait beaucoup de choses à l'ISAT. Nous avons un master de recherche système pervasif intelligent depuis 9 ans. J'étais coordinatrice de master depuis 6 ans. Et je peux vous dire qu'en termes d'employabilité, de thèse et tout, eh ben, on a 0 chômage et ça s'appelle système pervasif intelligent depuis 9 ans, juste pour comme ça des brins de positivité côté tunisien. Et je rebondis sur le problème informationnel entre les deux pôles, université et industrie. Merci beaucoup. Lobna, peut-être une question sur le niveau international. Comment est-ce que vous pensez que cette initiative, ce mapping, se faire connaître, établir des liaisons entre les labos en Tunisie, qu'est-ce qu'on doit faire de plus pour rendre aussi le travail fait en Tunisie plus visible à l'échelle internationale? Très brièvement, si vous permettez. Je pense que le travail de mapping que citait Farah est très important, si j'ai bien compris en quoi il consiste, bien évidemment. Maintenant, il faut quand même continuer en fait, ou peut-être c'est déjà le cas, hein, vous me direz, mais il faut l'acheminer jusqu'à l'univers de l'industrie. Du corporate, voilà, du corporate, disons-le simplement comme ça. Et par ailleurs aussi, il faut le connecter aux grands acteurs technologiques aussi, parce que eux, ils sont au courant, ils savent en fait d'entrée de jeu ils ont une vision de X années. Quand je dis X années, je parle pas de 10 ans, hein, je parle de 30, 40 ans sur ce qui va se passer ou au moins où il faut aller. Et c'est des expérimentations, bien évidemment, il y a beaucoup de risques, donc, mais quelque part, ils ont cette vision-là et on commence à voir en fait beaucoup de réalisations qui ne datent pas d'hier, hein, c'est des travaux qui datent de X années, et donc c'est important d'aller vers cet univers-là. Aujourd'hui, je pense autour de la table, je suis la seule qui vient du monde, qui a un passé recherche et développement forcément, mais qui est dans l'univers corporate en fait. Je travaille avec pratiquement tous les secteurs aujourd'hui depuis des années. Je rebondis aussi par rapport à ce que disait Madame
Chablaq, à un moment donné, en fait, sur le secteur bancaire, il avance très bien, en fait, en utilisant l'intelligence artificielle. Je pense que pas mal de travaux qui sont faits dans cet univers-là peuvent être peut-être partagés tout en respectant la confidentialité, bien évidemment, parce que c'est un univers très, très réglementé. Donc, je comprends aussi, j'ai travaillé dans une grande banque dans ce sens-là, donc je sais très bien, en fait, les restrictions quelque part, mais il y a quand même un volet de partage qui pourrait peut-être éventuellement être possible dans le cas où il y a des avancées assez intéressantes aussi. Les startups, je pense aussi, bien évidemment, personne n'a parlé des startups, j'en ai parlé un petit peu aussi. C'est important aussi, on parle d'investissement pour la recherche et le développement. Moi, je parlerai aussi d'investissement pour l'écosystème. Et quand je parle d'écosystème, je parle d'écosystème de startups aussi qui ont besoin d'un marché. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas les réalisations qui manquent, mais c'est beaucoup plus les investissements pour pouvoir scaler, les marchés pour pouvoir exploiter ces technologies-là et ne pas les laisser à un niveau embryon d'expérimentation ou d'un début de produit. Donc, c'est des sujets vraiment très variés, mais ils font tous partie de la stratégie d'IA. On a vu un slide très joli sur la stratégie, les piliers de la stratégie d'IA. J'ai envie de dire, tout est couvert sur un slide, mais je vais aller jusqu'au bout. C'est ce que je dis à des patrons. Ça ne doit pas rester dans un slide, ça doit aller dans le terrain, dans le ground. Et dans le ground, on a besoin de réalisation, on a besoin de données. Il y a quelqu'un qui a parlé de données, j'en ai parlé un peu. La donnée, l'Égypte, par exemple, en moins de 3 ans, ils ont passé un certain niveau dans l'échelle, dans le positionnement en fait, de l'IA à une autre échelle impressionnant en 3 ans par rapport aux investissements, par rapport au fait qu'ils ont compris que, c'est les talents, 2, c'est la collecte de la donnée, et 3, c'est la valorisation de cette donnée pour le secteur privé. Et ça, c'est 3 axes très pragmatiques, très down to earth, qui génèrent de l'argent, qui attirent des grands acteurs comme IBM, comme Google, comme Microsoft, pour s'implanter et interagir avec eux. Et je cite ces exemples parce que c'est des exemples, il n'y a rien qui nous manque en Tunisie, encore une fois, j'insiste, mais c'est juste, comme dirait Falah, il faut être positif, et j'insiste là-dessus, mais par contre, il faut quand même qu'on ait des drivers, des marqueurs qui sont adaptés à notre économie, adaptés à nos besoins, et bien évidemment élévateurs de ce qu'on est en mesure de faire aujourd'hui. Et je pense que là-dessus, on manque fortement d'investissement, mais on manque aussi de synergie fluide, et j'insiste sur ce mot-là. Merci beaucoup, Lobna, c'était parfait. Comme on dit en anglais, je pense, we overstayed our welcome. On a stressé Samy assez. Donc, on va clore très rapidement. Mais je voulais juste jeter quelques keywords parce que je travaille dans l'IA responsible IA, et je ne me pardonnerai pas si je ne les mentionne pas. C'est aussi des spécificités tunisiennes que je pense qu'il faut faire attention à. Alors, premièrement, l'IA crée dans le monde des nouveaux types d'emplois. Comment s'assurer que nous n'allons pas payer ou créer du ghost work en Tunisie. Donc, respecter les droits et protéger les travailleurs. Les balances régionales. Madame Olfa, merci beaucoup de signaler ça. Il y a la balance entre les régions, comment on peut s'assurer de ne pas isoler les universités, attirer plus d'entreprises et de start-up vers on appelle ça les régions, j'aime pas trop le terme, mais on en débattra plus tard, pour ne pas isoler les universités et un petit peu incapaciter l'innovation. Et troisièmement et finalement, l'économie parallèle. On doit y faire très attention parce que ramener l'IA à un écosystème où à peu près la moitié des emplois et de la richesse est créée par économie parallèle, il faut y faire attention. Et on remercie les panélistes après. Je ne pardonnerai pas si je ne donnerai pas. Parfait. Je ne me pardonnerai pas si je ne donne pas un chiffre assez alarmant par rapport à l'input de l'université tunisienne. Alors, nous, on a cette impression que des étudiants en première année ne sont pas comme ceux d'avant. Enfin, j'aime pas cette expression. On dit le niveau est faible. Alors, on s'intéresse un peu à leur formation. J'ai regardé un peu les chiffres. 2012, on avait 17% de matheux et 17% d'économistes. D'accord ? Aujourd'hui, en 2022, on a 10% de matheux, 31% d'économistes.
donc les bacheliers. Je me demande quelle est la stratégie, c'est-à-dire on forme de plus en plus d'économistes et on nous demande de les transformer en informaticiens. Quelle est la stratégie? On passe, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de dispenser à peu près 70% de ce qu'on dispensait il y a quelques années. L'intelligence artificielle, je vais commencer avec ça, je terminerai avec ça, puise dans les maths, les stats et l'info. Pourquoi on forme de plus en plus d'économistes? C'est la question que je me pose. Combien de facs en économie on a? Quels sont les indicateurs c'est-à-dire que si on a un input faible, l'output sera forcément plus faible qu'avant. Et donc ça, c'est la chose à voir. Quand on me dit stratégie nationale, moi, je regarderai que ce chiffre-là. Première ligne. Que ce chiffre-là. Parfait. Merci beaucoup. Je vous invite tous à remercier. Nédia, juste si tu m'entends, une dernière phrase, parce que je vais remercier quand même. Je voudrais remercier, et ça c'est, je remercie forcément, si vous m'entendez bien évidemment, bien sûr, Reconnect, CEMI, dans les chemins on s'est croisés il y a 1 an et depuis on fait des choses incroyables ensemble. Et je voudrais remercier Web Manager Center aussi, avec qui en fait moi j'écris des tribunes en fait sur le futur de l'emploi, le futur de l'éducation, etc. Et on a un produit ensemble avec Reconnect, bien sûr, Radio Diaspora Tunisie, avec des épisodes là où on amène en fait des talents impressionnants de notre diaspora tunisienne aux États-Unis, au Japon, un peu partout. N'hésitez pas en fait de relayer ça. Il y aura beaucoup d'informations et beaucoup de discussions sur la stratégie d'IA, sur des choses en fait qui ont beaucoup d'intérêt pour la Tunisie, pour nos talents. Merci à tous. Merci Lobna. Donc je me rejoins à toi Lobna pour remercier. J'ai oublié tout à l'heure. Donc je salue mon ami Elhesh Miramar, il est parti. Donc, de Web Manager Center, nos partenaires, on est amis. Donc, c'est pour ça, je dirais, on est tellement amis j'ai oublié de les remercier pour gérer la campagne de communication qu'ils ont fait et puis gérer le partenariat sur Radio Diaspora. Moi, je vais clôturer par un mot. Madame Cheloueti, on est là, on a créé la Tunisian AI Society avec les meilleurs experts tunisiens au monde, d'Amazon, de Google, de Microsoft aux États-Unis, Madame Olfa Nasraoui. C'est Maled El Marrakech, il n'est pas là, etc. On peut vous aider. On est là, on va peut-être organiser des webinaires pour prolonger ce débat et en invitant ces experts aux États-Unis, en France. Madame Melebrig et Madame Feten Charchouk Cheib, etc. Il faut qu'on alimente un peu cette stratégie. Il faut un peu alimenter cette roadmap éducatif universitaire pour encourager les gens à aller vers les maths. Et je rejoins Madame là-dessus. Et puis, je termine là-dessus. Je vous invite à remercier ensemble tous les panélistes. C'était un plaisir. Merci beaucoup. J'ai beaucoup appris.